À 14h15, un convoi militaire russe, s'étendant sur plus de 8 km, a commencé à ralentir en traversant un pont d'acier sur le fleuve Dnipro. Plus de 500 véhicules étaient remplis d'obus de mortier de 120 mm, d'obus d'artillerie de 122 et 152 mm et de barils de carburant JP-8. Plusieurs camions de commandement mobile et camionnettes de relais satellite étaient intégrés à la colonne. Les approvisionnements étaient destinés à 2000 soldats près de Tokmak. Le convoi était escorté par 3 systèmes Pancirès. Armés de missiles 57 E-6 solaires et de canons automatiques jumelés de 30 mm. Un lanceur Thor M2 était positionné près de l'approche sud. Au-dessus, 2 hélicoptères d'attaque K-50 tournaient en cercle à 365 mètres d'altitude, chacun transportant des missiles anti-chars, Vikr et des roquettes Chouït de 80. La couverture radar russe comprenait une unité Nebo-M, balayant toutes les 3 Zekans, capable de détecter des objets de la taille d'une balle de baseball à 183 mètres. Le pont était considéré comme sécurisé, mais en dessous, 12 drones FPV ukrainiens étaient fixés magnétiquement aux poutres de support. En acier, chaque drone transportait une Ogive PG-7VL capable de pénétrer 30 cm de béton armé. Ils étaient silencieux. En attente, un pneu crevé d'un camion Kamaz a immobilisé la file. Une colonne de 5 mm s'est bloquée dans un bunker de commandement caché. Un opérateur ukrainien a vu le signal vert et a appuyé sur la touche de commande. L'ordre a été envoyé à 14h16. 12 drones FPV ukrainiens se sont activés sous le pont. Chacun s'est détaché de sa fixation magnétique, a chuté d'environ 1 mètre et a mis en marche. Son moteur s'emballait. Les hélices tournaient à 10 à 8000 tours par minute. Leurs ogives se sont armées automatiquement. Ces drones ne dépendaient pas du GPS. Ils naviguaient en utilisant la cartographie de structures embarquées et la reconnaissance assistée par inertie. Passe de radio. Pas de pilote. Seule unique commande de réveil cryptée. Ils ont d'abord grimpé lentement, en longeant les colonnes de béton verticales. Le bourdonnement à basse fréquence de leur moteur se fondait dans le bruit ambiant du pont au-dessus. Aucun opérateur radar russe ne les a remarqués. Le radar Nebo-M était concentré sur le ciel. Le système Thor M2 était tourné vers l'avant, ignorant la menace venant d'en bas. Le drone 1 a viré à gauche sous le premier camion-citerne. Le drone 2 s'est positionné sous un groupe d'obus d'artillerie de 122 mm. Le drone 3 s'est déplacé sous un poste de commandement mobile. Les drones 4 à 6 se sont regroupés sous les camions-citernes de JP-8. Les drones 7 à 11 se sont immobilisés juste en dessous des colonnes de support, s'alignant précisément avec des joints renforcés dans la structure en acier. Le drone 12, le leur, s'est détaché pour simuler une trajectoire de fuite. À 14h, 10 à 7, le drone leur a pris rapidement de l'altitude et s'est exposé juste à l'extérieur de la structure métallique. Immédiatement, le Torm 2 a détecté une signature thermique et a lancé un missile 9M338. Le missile a accéléré jusqu'à près de 3000 km/h et a frappé le leurre de plein fouet.
Une boule de feu a jailli à 9 mètres dans les airs. IM, onde de choc, a résonné sur la rive. Le convoi a paniqué. Les moteurs ont calé. Les freins se sont bloqués. Des camions se sont mis en portefeuille sur les voies. 2 véhicules de commandement ont reculé l'un dans l'autre. Le trafic radio a explosé. Des hélicoptères russes K-50, 2 ont répondu. En quelques secondes, les 2 ont rompu la formation et sont descendus de 360, 5 à 183 mètres, balayant la zone. À la recherche de menaces à basse altitude, un hélicoptère a tiré une paire de roquettes Schwitt sur une source de chaleur, près du pylône sud. Les roquettes ont touché la rive, ne causant aucun damage. La fumée et la poussière de béton obscurcissaient leur vue. Pendant ce temps, le drone 6 a activé son brouilleur en bande X. Des parasites ont inondé les écrans radars du Pantsirson. Le système Tor M2 a tenté un second verrouillage, mais a reçu de faux échos provenant des poutres d'acier du pont. Les systèmes radars russes ont perdu la clarté de la cible. Les drones, planant maintenant sous le tablier du pont, se sont immobilisés. L'opérateur ukrainien a lancé l'exécution. Les drones ont foncé vers le haut. Le drone 1 a comblé la distance de 23 mètres en moins d'1,2 seconde et a frappé le châssis du camion-citerne. L'ogive P G 7 V L a détonné avec un délai d'1,1 seconde, envoyant une explosion à charge creuse à travers le plancher du véhicule, et dans le tablier du pont, des flammes ont jailli à 10 à 8 mètres de hauteur. Le drone 2 a explosé sous le camion d'obus d'artillerie. L'explosion a pulvérisé la suspension, enflammé le propergol, a projeté des fragments dans les airs. Le drone 3 a touché l'unité de commandement mobile. Elle s'est retournée sur le côté et a pris feu. Les drones 4 et 5 ont frappé 2 camions-citernes JP8 simultanément. Le carburant s'est répandu sur le tablier du pont. Le 3e hélicoptère a tiré un missile guidé vers un point de lancement suspecté, mais le missile a heurté des débris et a explosé prématurément. Les drones 7 à 11 ont frappé les piliers du pont en une séquence synchronisée. Chaque ogive a percé le béton et brisé l'armature interne. Des ondes de choc latérales ont exercé une pression contraire à la conception de la charge verticale. La structure en acier a commencé à flamber à 14h, 10 à 9. Un long gémissement a résonné à travers la vallée. La moitié sud du pont s'est visiblement affaissée. Le drone 11 a percuté la dernière colonne. Le segment entier s'est effondré. 40 camions ont chuté. Dans le lit de la rivière en contrebas, le premier véhicule, un Ural chargé de mortiers de 82 mm, a piqué du nez et a explosé. Une explosion secondaire a enflammé 2 camions adjacents. L'onde de choc était concentrée et directionnelle. Elle s'est propagée sur environ 120 mètres et a brisé des fenêtres à 800 mètres de distance. Les flammes ont atteint plus de 20 mètres de haut. Les ondes de choc ont déclenché des capteurs de mouvement à 2,3 mètres. Les sismomètres du village le plus proche ont enregistré une magnitude locale de 2,4. Des hélicoptères Ka-52 ont tenté d'engager les drones restants,
mais ont été forcés de battre en retraite, en raison de la chaleur intense. Des panaches de fumée et des interférences radar, l'épave du drone 12 flottait sur la rivière. Cesse. Système de l'heure continuant d'émettre. Le pont était fracturé, les troupes russes, piégées sur la travée, criaient pour recevoir des ordres, mais le commandement avait été réduit au silence. Les communications étaient coupées, le carburant brûlait. Les obus d'artillerie explosaient un par un. Le ciel est devenu noir. Si vous étiez le président de l'Ukraine, que feriez-vous pour mettre fin à la guerre le plus vite possible? Commentaire numéro 1, si vous négocieriez la paix et feriez des compromis territoriaux pour cesser les combats immédiatement. Commentaire numéro 2, si vous continueriez le combat jusqu'à ce que l'Ukraine restaure entièrement ses frontières. Peu importe le temps que cela prendra. À 14h20, les flammes engloutissaient la travée sud du pont sur le Dniepr. 40 véhicules russes avaient chuté. 5 d'entre eux transportaient des obus hautement explosifs. 3 étaient des camions Sidanes. 2 étaient des unités de communication mobile. Le premier camion Ural a touché le lit de la rivière, a explosé, formant une colonne de feu verticale d'environ 23 mètres. L'onde de détonation s'est propagée à environ 365 mètres par seconde. Elle a abattu les arbres dans un rayon d'environ 180 mètres et a projeté des débris de la berge. Des éclats ont perforé les carrosseries des véhicules proches. 2 secondes plus tard, un camion-citerne s'est éventré. Du carburant JP8 s'est déversé sur la chaussée écrasée. Les flammes ont suivi la nappe de liquide et ont enflammé le second camion. L'explosion résultante était directionnelle. Elle a filé vers le nord-est. Happant, un lanceur Thor M2 sur sa trajectoire. L'onde de choc a fait basculer le lanceur sur le flanc. Ces tubes lance-missiles 9M338 se sont allumés en réaction en chaîne. 3 missiles ont été tirés sans guidage. L'un s'est écrasé sur la travée restante du pont, un autre a filé dans le fleuve. Le troisième a décrit une courbe en l'air et a détonné à 500 pieds au-dessus de la route, déversant une pluie d'éclats. Un hélicoptère d'attaque KA-50, 2 a tenté d'engager des cibles près du tablier du pont. Le pilote a verrouillé une source de chaleur suspecte. Il a lancé un missile Vikr à 2100 milles par heure, mais la densité de la fumée provenant de la combustion du JP8 et des multiples explosions secondaires a aveuglé le ciblage infrarouge. Le missile a manqué sa cible, il a heurté une poutre de soutien brisée et a explosé à 30 pieds du convoi principal. Une onde de choc a percuté les camions en stationnement. Un camion-citerne s'est renversé. Une autre unité radar mobile a été écrasée sous les débris tombants. Les drones FPV ukrainiens avaient disparu. Leur mission était terminée. Mais les dégâts se sont aggravés sans eux. Des caisses de munitions en bois et en panneaux de fibres se sont enflammées à cause de la chaleur ambiante. Les températures autour de la zone d'impact ont dépassé 1200 degrés Fahrenheit. Des détonations secondaires ont continué à des intervalles irréguliers. Un obus de 152 mm a explosé à l'intérieur d'un camion Enfoy. Il a projeté une couronne de tourelles directement sous un Pantsir S1. Le canon automatique a basculé. Les munitions à l'intérieur ont explosé sous l'effet de la chaleur. La tourelle entière a détonné vers le haut.
créant une colonne de pression de 50 pieds qui a tordu le support restant du pont de 14h22 à 14h26. Une réaction en chaîne complète a balayé le convoi sud. Plus de 80 véhicules ont été soit détruits, soit immobilisés. Les flammes s'étendaient sur 600 pieds. À travers le pont, les explosions ont continué à des intervalles de 5 à 8 secondes. Des ingénieurs russes de l'arrière-garde ont tenté de déployer de la mousse anti-incendie depuis 2 camions Kamaz. Les 2 véhicules ont été touchés par des débris et volants avant d'atteindre la ligne de feu. Le soutien aérien n'a pas réussi à reprendre le contrôle. Anne, second hélicoptère KA-52 a tourné en rond, mais a interrompu sa mission en raison d'une surchauffe du moteur, de l'instabilité de vol, causée par les courants thermiques ascendants. Un hélicoptère de transport Mi-8 a tenté d'atterrir sur la travée nord pour extraire le personnel blessé. Il a touché le sol à 14h20 sept. Mais les capteurs de bord ont détecté une augmentation de la chaleur de surface. Le pilote a redécollé en moins de 20 secondes. La fumée a envahi le cockpit. La retraite était la seule option. Les communications entre les unités avancées russes et le commandement sud ont été complètement interrompues. Les camions relais mobiles avaient disparu. Les brouilleurs de signaux étaient toujours actifs. Les systèmes de guerre électronique ukrainiens, positionnés à 12 miles au nord-ouest, ont continué à émettre des interférences à basse fréquence, empêchant tout rétablissement de liaison chiffrée. Les observateurs avancés n'avaient pas d'ordre. Les survivants du convoi étaient bloqués sur la moitié nord du pont, piégés par le feu et l'effondrement de la chaussée. À 14h30, l'intégrité structurelle de la travée restante du pont a commencé à se dégrader. Des images de drones ont montré des fissures se propageant sur le tablier principal. Musique. Les entretoises de tension en acier s'étaient déformées. La pression de la charge était déséquilibrée. Anne, troisième boule de feu, a jailli d'un camion-citerne qui avait à moitié basculé hors du tablier. L'explosion a secoué la travée nord. Plusieurs camions ont été projetés sur le côté. Un véhicule de commandement a glissé du bord et a atterri le nez en avant sur les décombres. Son générateur de bord a explosé. Le souffle qui en a résulté a mis hors service le réseau d'antennes de la dernière unité, Pansirson, en état de marche. Les forces russes ont commencé à abandonner leurs Vehitsulas. Les soldats ont fui à pied vers l'autre extrémité du pont. Mais le mouvement était chaotique. Un groupe a couru directement dans les décombres fumants. Au moins 7 soldats ont été vus en train de tomber. Un autre groupe a tenté de remorquer un camion, Kamaz, en panne avec une chaîne de remorquage. La chaleur a roussi les pneus. Le moteur a serré. Il a pris feu à 14h32. Une onde de choc, provenant de l'effondrement du dernier pilier de soutien, a été enregistrée par des moniteurs sismiques à 5,8 km de là. La secousse a atteint une magnitude de 2,6. Les flammes ont atteint 26 mètres. La fumée s'est élevée à plus de 300 mètres. Visibles sur les images des satellites météorologiques, les équipes d'artillerie HIMARS ukrainiennes, à 13 km à l'ouest, ont reçu confirmation. Ils se sont préparés à frapper les itinéraires de repli. Les analystes ukrainiens, dans un centre de commandement, à Kiev, surveillaient en temps réel. Les superpositions d'images thermiques montraient des amas de carburant encore en combustion.
Les estimations des dégâts indiquaient la perte de plus de 110 véhicules. Les dégâts matériels dépassaient 1 088 000 kg de carburant et d'explosifs. Les journaux de bord des drones ont montré 9 impacts FPV confirmés. 2 ont été perdus par interception. Mais l'objectif de la mission était atteint. Le pont sur le Dniepr n'existait plus. Le convoi avait été anéanti. À 14h35, le pont sur le Dniepr avait disparu. Il ne restait que de l'acier fracturé et du béton brisé. Plus de 110 véhicules russes avaient été détruits ou mis hors de combat. Plus d'1 million de kilogrammes de munitions, de carburant et de matériel de communication ont été perdus. Les images satellites montraient une brèche de 128 mètres, là où la travée sud s'était effondrée. Les images de drones ont confirmé qu'au moins 9 frappes de drones FPV avaient déclenché la réaction en chaîne. L'opération avait coûté à l'Ukraine moins de 10 000 $ en matériel de drone. Aucune artillerie n'a été utilisée, aucun aéronef piloté n'est entré dans la zone de frappe, aucun blindé lourd n'a avancé. Le résultat a été une artère logistique sectionnée. Les forces russes près de Tokmak et Melitopol se sont retrouvées sans carburant ni obus. Les batteries d'artillerie avancées se sont tues en moins de 48 heures. Les unités mécanisées se sont arrêtées après 72 heures. Les ingénieurs russes n'ont pas réussi à construire une déviation fiable. La traversée alternative la plus proche nécessitait un trajet de 58 mètres à travers un terrain contesté. Les unités HIMARS ukrainiennes avaient déjà ciblé cette zone avec des M30 et un Aoun roquettes. Tout mouvement le long de cet itinéraire serait accueilli par des tirs de précision. Le commandement russe a hésité, sans logistique. L'offensive s'est enlisée. Les forces ukrainiennes ont commencé à repositionner des obusiers M777 et des systèmes de défense aérienne NASAMS plus près du front. Les équipes de drones ont avancé avec de nouvelles cibles. Et le champ de bataille avait changé. La frappe n'a pas seulement détruit du matériel, elle a brisé les calendriers, elle a perturbé l'approvisionnement en carburant. Elle a rompu les liens de commandement. 1 millier de drones ne pourraient pas égaler le coût de l'effondrement d'un seul pont. Au bon moment, la lechon était claire. Dans la guerre moderne, une frappe bien synchronisée et à faible coût peut remplacer des bataillons entiers. Toutes les victoires ne nécessitent pas de chars, certaines exigent le silence. Le code est une synchronisation parfaite. Sur le fleuve de Dniepr, l'Ukraine avait prouvé que l'avenir de la guerre ne vient pas du ciel. Il surgit par en dessous sans prévenir et met fin à la bataille avant même qu'elle ne commence. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine analyse approfondie du champ de bataille. Ici, Shield Military, où chaque frappe a une histoire. On se retrouve pour la prochaine mission.